Rien ne va plus dans la galaxie MAGA et on est en train de faire face, à mon sens, à une forme de guerre de groupe, une guerre de clans entre les différents groupes qui structurent le parti MAGA, mais surtout différents groupes qui ont amené ensemble Donald Trump à la présidence des États-Unis. Et aujourd'hui, dans cette guerre d'influence pour avoir l'oreille de Trump, dans cette guerre d'influence pour imposer ses idées, on pourrait se poser la question de savoir si oui ou non un groupe sur l'autre serait pas en train de l'emporter. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche. Sur cette chaîne, je parle de politique et de géopolitique. Je suis correspondant en Ukraine, donc bien sûr, on parle d'Ukraine, mais on s'intéresse aussi, bien évidemment, à la politique internationale et aux États-Unis. Donc, avant de savoir quel groupe est en train de gagner sur l'autre, il est important de se poser la question de savoir quel groupe, quel lobby ont mené Donald Trump au pouvoir. Et moi, à titre personnel, j'en ai identifié 4, 5. Le premier, ce sont vraiment les techno-oligarques de la Silicon Valley qui sont incarnés par Elon Musk et par des gens comme Peter Thiel. Ils sont profondément libertariens, ils sont pour une dérégulation de l'économie, ils sont contre les droits de douane, ils sont pour le business et ils ont une vision libertarienne des idées, de l'idéologie, de la liberté d'expression et grosso modo bien sûr de l'économie et du business. Le deuxième groupe qui structure la pensée MAGA dans une certaine mesure est vraiment ce qu'on peut appeler les nationalistes populistes. Ils sont incarnés par quelqu'un comme Steve Bannon. Eux, contrairement aux libertariens de la Silicon Valley, ils sont pour plus d'État, moins de droits, moins de contre-pouvoirs. Ça peut marcher dans une certaine mesure avec l'idéologie libertarienne, mais dans les faits, les nationalistes populistes, eux, sont vraiment contre l'état de droit, contre les juges et pour asseoir au maximum le pouvoir de l'exécutif sur l'ensemble des États-Unis. Et leur modèle par excellence, c'est vraiment à minima la Hongrie d'Orban, à maxima la Russie de Poutine. Le troisième groupe, ce sont les chrétiens évangéliques, les catholiques, traditionalistes. Ce sont un peu toutes les personnes qui se battent pour les valeurs, qui sont dans une guerre de valeurs contre ce qu'on appelle grossièrement le wokisme, peu importe ce que ça veut vraiment dire. Et eux surfent sur la galaxie MAGA parce que Donald Trump leur donne ici et là un peu des millettes qui leur permet de se contenter de nouvelles politiques qui vont dans leur sens, que ce soit sur les questions d'avortement, que ce soit sur les questions d'éducation, démonter par exemple l'État fédéral et démonter notamment le département fédéral de l'éducation est vraiment perçu comme étant un cadeau donné aux chrétiens évangéliques qui, eux, dans une certaine mesure, j'ai pas envie de caricaturer, mais grosso modo veulent expliquer à leurs enfants que le monde a été créé en 7 jours en faisant du homeschooling et sont contre le fait qu'on puisse enseigner dans les écoles certaines choses en lien avec le genre. Donc ça, c'est vraiment le troisième groupe qui structure la pensée MAGA et qui structure le soutien américain à MAGA. Le quatrième groupe, ce sont les hillbillies. C'est la classe travailleuse américaine, ce sont les gens qui se lèvent tôt et qui se couchent tard, qui ont 3 jobs, qui ont des épargnes qui sont en bourse pour potentiellement avoir un jour, si Dieu le veut, une retraite, tout simplement. C'est l'Amérique qui a souffert de la globalisation, c'est l'Amérique qui a souffert des délocalisations, qui a souffert du manque d'industrie et qui a voté pour Donald Trump parce que elle avait plus d'espoir potentiel ni dans Bush du Parti républicain, ni dans les démocrates, etc., etc. Et aussi, il est important de le prendre en compte, c'est l'Amérique qui a été envoyée se battre en Irak et qui est revenue avec tous ses PTSD, avec tous ses traumas, et qui a maintenant une détestation de tout ce qui est intervention étrangère, qui peut expliquer aussi dans une certaine mesure le fait qu'ils ne veulent pas soutenir l'Ukraine, par exemple, parce que eux, leur argument, et c'est un argument qui se tient, je trouve à titre personnel, leur argument, c'est de dire on nous a menti pour l'Irak, peut-être qu'on nous ment aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos gars sont en train de mourir pour des guerres qui ne sont pas les nôtres, comme en Irak, en Afghanistan, pourquoi est-ce qu'on investit autant d'argent dans le complexe militaro-industriel, etc., etc. Et eux, ils ont été séduits par un discours sur America Back, America First, on arrête de faire des guerres à tour de bras dans le monde entier et on se concentre sur nos citoyens. Et le cinquième groupe qui a plus du mal à être séduit par Donald Trump, mais qui a quand même dans une certaine mesure voté pour Donald Trump, c'est vraiment ce qu'on peut appeler l'Amérique Country Club, c'est
le all money, grosso modo, d'où vient Trump. Donc les vieilles familles américaines, plein aux as, qui pendant très longtemps ont été vraiment euh, les structures profondes du Parti républicain sous Père Bush, sous Bush fils, etc., etc. Donc vraiment les vieilles familles, celles qui vont jouer au polo, habillées en Ralph Lauren, qui envoient leurs enfants étudier à Harvard, à Yale, etc. Donc vraiment les conservateurs classiques, un peu hérités de Reagan dans leur vision de politique étrangère, etc. Et eux ont toujours eu un mépris pour Donald Trump, ont toujours eu un mépris pour son électorat, qu'ils considèrent comme étant des white trash, donc littéralement des blancs poubelles. C'est malheureusement comme ça qu'ils sont appelés aux États-Unis, et qui, eux, voilà, ont toujours été méfiants de Donald Trump, toujours assez suspicieux, mais qui ont quand même voté pour Donald Trump, parce que pour des raisons en lien avec les visions économiques de gens comme Kamala Harris, trop de taxes, une vision un peu peut-être trop présente de l'État, ont quand même voté pour Donald Trump. Donc ce sont un peu ces 5 groupes qui structurent à mon sens, le soutien à Donald Trump. On peut rajouter bien sûr les minorités, comme par exemple les latinos, mais les latinos, on les retrouve beaucoup aussi tout simplement dans les classes travailleuses. On les retrouve aussi bien sûr dans les mouvements évangéliques, dans les mouvements catholiques, etc. Donc voilà, ce sont un peu les 5 groupes qui structurent, à mon sens, le soutien de Donald Trump. Et le problème, c'est qu'actuellement, plusieurs groupes l'emportent sur d'autres et certains groupes se font léser par la politique de Donald Trump. Et pour ce faire, on va simplement se concentrer sur les tarifs douaniers. Et ce qui est très révélateur, c'est les prises de parole, de position de Elon Musk ces dernières 24 heures, où il monte au créneau en disant qu'il est complètement contre ce que Donald Trump est en train de faire. Et il est important de préciser que Elon Musk est une personne qui a mené la bataille culturelle sur Twitter, la bataille économique avec son argent et la bataille de l'influence avec sa personnalité pour élire et faire élire Donald Trump. Il est aussi intervenu il n'y a même pas 2 semaines au Wisconsin où il y avait une élection pour un nouveau juge à la Cour suprême du Wisconsin. Il a investi plus de 25 millions de dollars. C'est le plus grand paquet d'argent qui a jamais été versé pour une campagne à la Cour suprême d'un État. Il a distribué des chèques de millions de dollars, ce qui est plus ou moins d'ailleurs acheter des élections, donc il a un procès actuellement, mais bon, il n'est pas à ça près. Il a essayé vraiment de, voilà, de faire gagner au maximum le candidat trumpiste, mais bon, voilà, ça n'a pas marché et c'est la candidate démocrate qui l'a remporté à la Cour suprême. Donc ça montre aussi que Elon Musk, avec toute son influence et avec tout son argent, n'est pas forcément en mesure de dicter loi aux États-Unis. Mais voilà, il est quand même important et très important de prendre en compte que Elon Musk était l'un des plus grands soutiens, et toujours d'ailleurs, je pense aujourd'hui, l'un des plus grands soutiens de Trump. Mais on voit qu'actuellement, il est complètement en désaccord avec la position tout simplement que Donald Trump est en train de prendre sur le commerce. Et c'est quelque chose qui est plus ou moins rejoint par Jeff Bezos, par Mark Zuckerberg, par Peter Thiel dans une certaine mesure, même si Peter Thiel est plus un idéologue. Euh, Encore faut-il voir ce que lui va dire, c'est plus un homme de l'ombre. Mais pour prendre le cas d'Elon Musk, qui est à mon sens un cas d'école, c'est que son business est en train de se dévisser complètement. La première raison est tout simplement liée à son marketing. On ne va pas se mentir, il est un peu repoussoir pour de nombreuses personnes, de par ses saluts NAZI, de par ses prises de position aussi bien aux États-Unis que par exemple de son soutien à l'extrême droite en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les ventes de Tesla en Allemagne ont chuté de 70%. Tout ça, bien sûr, s'accompagne d'un marché de l'automobile qui est très compliqué, avec une concurrence chinoise de plus en plus importante et tout simplement Elon Musk qui perd des parts de marché assez importantes dans le marché de l'automobile. Et en fait, le fait que Donald Trump mette 25% de taxes sur l'ensemble des biens automobiles, et bien sûr avec les Chinois qui répliquent avec 36% de taxes, et on sait que Elon Musk a une usine, une méga usine Tesla à Shanghai. Tout ça explique pourquoi son business a complètement tanké. Il a perdu plus de 35 milliards en capitalisation boursière au travers des 3-4 derniers jours et a insulté il y a quelques heures le conseiller au commerce de Donald Trump en disant que c'était un abruti profond parce que ce dernier avait plus ou moins expliqué que les usines de Tesla aux États-Unis, au Texas et en Californie n'étaient que des usines d'assemblage de
composantes qui venaient de Chine, d'Allemagne, du Canada et du Mexique, à savoir les pays les plus taxés. Ce qui n'est pas faux. Du coup, lui, bien sûr, a essayé de se faire entendre par Donald Trump, a essayé avant les tarifs de lutter contre ces tarifs et depuis est assez vocal contre les tarifs de Donald Trump et même aller sur une chaîne de télévision expliquer que lui, il était, et c'est un libertarien, c'est très important de le prendre en compte, c'est un libertarien. Donc lui, il a expliqué qu'il était contre toute forme de taxe possible, inimaginable, parce que le business doit vivre. Et Elon Musk n'est pas là pour les classes travailleuses américaines. Il s'en fiche. Lui, il est là pour faire un maximum d'argent et avoir un maximum de pouvoir. Si ça doit se faire au détriment des classes travailleuses américaines et de la démocratie européenne, grand bien lui fasse, il sera très heureux. Donc lui, à titre personnel, il s'en fiche d'utiliser des esclaves pour faire consommer des chômeurs. J'aime bien cette maxime parce qu'elle représente très fortement ce que c'est le néolibéralisme et la dérégulation économique que prônent les techno-oligarques de la Silicon Valley. Donc ça, c'est le premier groupe qui se sent lésé actuellement par Donald Trump. La deuxième classe qui peut vraiment se sentir lésée par les promesses de Donald Trump, c'est la classe travailleuse américaine qui travaille tous les matins, qui galère économiquement et qui se rend compte que au travers de la fin de Medicaid, au travers de la fin des assurances santé, avec aussi des dizaines de milliers de personnes qui ont été virées de leur job au sein de l'État fédéral. Et les personnes qui ont été virées, ce n'est pas que l'horrible deep state, peu importe ce que ça veut dire, je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire concrètement le deep state, ce n'est pas vraiment quelque chose qui a été étudié et quelque chose qui a vraiment une valeur sémantique propre, c'est juste un mot qu'on met sur un phénomène qu'on a du mal à comprendre, mais tout simplement tout ça pour dire que le deep state, c'est des fonctionnaires, c'est Madame Michu et Monsieur Tartampion qui travaillent dans les administrations américaines depuis tard la veille, qui font partie de la classe moyenne supérieure américaine et qui du jour au lendemain se retrouvent sans job, parce que virés par Elon Musk. Et c'est aussi les travailleurs qui ont investi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, on a ce qu'on appelle le 41K, qui est un système d'épargne retraite par capitalisation boursière, qui est très populaire aux États-Unis. Et ce qui se passe actuellement, c'est que M. Smith, qui a travaillé toute sa vie dans une usine du Michigan, il se réveille un matin, il voit que Trump a mis 25% de tarifs sur tout, grosso modo, enfin j'exagère, 10% sur certains pays, 25% sur d'autres, etc. 90% sur d'autres même d'ailleurs. Et on taxe aussi les pagouins de l'île McDonald's. Et il se réveille le matin et en fait il se rend compte que la bourse a dévissé complètement. Lundi noir sur lundi noir, enfin lundi, mardi, mercredi noir plutôt. Et en fait il se rend compte qu'il a perdu toute sa retraite. Grosso modo, son 41K, il n'existe plus. Le 41K peut être aussi utilisé pour envoyer ses enfants à l'université. Donc, il se rend compte qu'il n'a ni retraite et que surtout, en fait, il ne va pas pouvoir envoyer ses enfants à l'université. Et lui, il avait voté pour Donald Trump parce qu'il était contre l'inflation, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout du compte, les taxes, les tarifs, c'est rien d'autre qu'un impôt déguisé. Et du coup, c'est eux qui vont payer cet impôt déguisé, ils vont payer sur la consommation, ils vont le payer sur le prix, alors pas de l'hydrocarbure parce que l'hydrocarbure est au plus bas, parce que quand on arrête l'économie du jour au lendemain, les hydrocarbures baissent aussi, ce qui est mauvais pour la Russie d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus, parce que voilà, on s'arrête, donc il n'y a plus d'économie, il n'y a plus besoin de autant de pétrole, plus besoin d'autant de pétrole, offre et demande, l'offre est la même, la demande baisse, etc. etc. Donc baisse du pétrole, alors du coup au moins lui quand il ira au boulot, il aura un gasoil moins cher, mais par contre, sa voiture va être plus chère, tout ce qu'il va acheter de Chine va être plus cher, enfin, grosso modo, tout va être plus cher et lui va le payer. Donc ça, c'est vraiment la deuxième classe qui se sent lésée. La troisième classe qui se sent lésée, c'est le Country Club America. Les vieilles familles américaines, le Old Money, Ralph Lauren et compagnie, qui eux n'ont jamais aimé Donald Trump parce qu'il est imprévisible et en business, on n'aime pas ce qui est imprévisible, mais on préférait voter grosso modo pour Donald Trump que pour une communiste comme Kamala Harris qui allait monter les taxes sur les plus riches. Alors bien sûr, il y a toujours un projet de faire baisser les taxes sur les plus riches et ça va être grosso modo financé par les 25% de taxes. À un moment, il faut l'accepter, ça va être financé par la fin de Medicaid, ça va être financé par la fin de l'État fédéral et des institutions fédérales. Je pense que c'est important de le prendre en compte. Mais eux, ils ne sont pas contents parce que ce n'est pas bon pour le business, ils perdent de l'argent. Warren Buffett, par exemple, avait retiré toutes ses actions Apple
avant les tarifs. Et lui, typiquement, il incarne un peu ce Wall Street America, ce country club America. Voilà, ils sont là pour faire du business. Ils ont besoin d'un endroit sûr. Et un endroit sûr pour faire du business, c'était les États-Unis parce que c'était the land of free, le libre-échange, etc., etc. Donc ça, c'est la troisième classe qui se sont lésés. Et après, on a les autres. On a les nationalistes populistes, Steve Bannon en tête, et J.D. Vance, bien évidemment. Parce qu'il est important, et je ferai une vidéo sur le sujet, que J.D. Vance, lui, il catalyse l'ensemble, grosso modo, des mouvements qui ont mené Donald Trump au pouvoir, à part le Country Club America. Il est issu d'une famille de hillbilly, de ploucs, c'est comme ça qu'ils sont appelés, grosso modo, de la Rust Belt. C'est un miracle américain. Il a fait un livre qui s'appelle d'ailleurs Hillbilly Elegy, Ode au plouc, où il parle de son enfance, où il parle de sa mère droguée, de son père qu'il n'a pas connu, du manque de travail. Lui aussi, c'est un gars qui est allé en Irak, alors pas comme combattant, mais comme correspondant. Si je me rappelle bien, il était dans une unité plus de communication. Donc c'est un peu aussi ce mec de la classe moyenne inférieure qui, enfin même pas, enfin, les groseilles, grosso modo, J.D. Vance c'est des groseilles, et du coup avec l'Irak a réussi à avoir une bourse à l'université, et vu qu'il était brillant, est passé de son université d'État de l'Ohio à la prestigieuse université de Yale, et du coup il vient de là, tout simplement. Et justement, lui il fait le trait d'union entre cette classe de hillbilly avec les techno-oligarques de la Silicon Valley, parce qu'il a été repéré par Peter Thiel, le fondateur de PayPal, copain de Elon Musk. Il a été repéré à Yale et après il allait travailler en tant qu'avocat dans la Silicon Valley. Et d'ailleurs, c'est Peter Thiel qui lui a payé sa première campagne électorale pour devenir sénateur de l'Ohio. C'est lui, grosso modo, aussi qui a... Alors, pas financé, mais en tout cas, voilà, c'est lui qui a participé à la construction du personnage politique qu'il est aujourd'hui, avec notamment la publication de Hillbilly Elegy, qui a été un carton plein aux États-Unis, une clé de lecture pour comprendre l'électorat de Donald Trump. Et du coup, comme je le disais, lui, il capitalise et surtout, il catalyse les hillbilly, les techno-oligarques, mais aussi les catholiques traditionalistes et grosso modo les personnes qui sont dans une guerre culturelle. C'est une personne qui a été athée pendant... Il a grandi évangélique, protestant, comme grosso modo tout le monde dans la Rust Belt aux États-Unis. Enfin, je caricature, mais grosso modo, c'est ça l'idée. Il est devenu athée, puis il a vraiment eu une conversion de foi. Et certaines personnes disent qu'un peu sa lecture de Saint-Augustin, de la Cité de Dieu de Saint-Augustin, le motive dans sa vision un peu de guerre culturelle aux États-Unis, avec la guerre contre le wokisme, etc. Aussi, bien sûr, en plus de catalyser Hillbilly, techno-oligarque et chrétien fondamentaliste, il a cette patine illibérale dans le sens, par exemple, c'est un grand amateur de René Girard, un penseur français qui a théorisé la violence en société, très intéressant. Je vais faire une vidéo sur J.D. Vance parce que c'est très intéressant ce qu'il incarne en tant que personne. Donc, d'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo commentée J.D. Vance, et je ferai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, et mettez des likes aussi, abonnez-vous, c'est important pour le référencement. Mais je reviens par rapport à ça. Donc voilà, il incarne ça, et aussi il catalyse les mouvements illibéraux parce que voilà, il est proche de René Girard, il est proche d'une vision d'une Amérique forte, illibérale. On l'a vu notamment avec son discours à Munich. Il est contre, dans une certaine mesure, les contre-pouvoirs. Il est en guerre contre les juges. Il est en guerre contre l'état de droit. La seule chose qu'il n'arrive pas vraiment à catalyser, et pourtant il a essayé, hein, c'est pas faute d'avoir essayé, c'est un peu le country club américain. Grosso modo, c'est le Wall Street, c'est le propre sur soi de Yale. Alors il a été à Yale, donc ça aurait pu marcher, mais ça n'a pas forcément marché parce que le country club américain est assez méfiant de J.D. Vance. Et du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que je me suis un peu perdu, c'est que voilà, on est dans une guerre de clans avec les 5, grosso modo, groupes qui structurent la pensée du clan MAGA et les 5 groupes qui ont porté MAGA au pouvoir. Et ceux qui sont en train de gagner cette guerre actuellement de l'influence de qui Donald Trump écoute, c'est les nationalistes populistes incarnés par J.D. Vance et par Steve Bannon. On le voit dans la guerre profonde contre les juges, on le voit dans la guerre contre le Congrès, un peu les menaces qui sont faites aux personnes au Congrès qui pourraient s'opposer au clan MAGA. Et après, le 5e groupe qui, grosso modo, gagne dans cette guerre de l'influence sont vraiment les chrétiens et évangéliques, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la question de se poser, de savoir, ok, d'accord, les nationalistes populistes et
Les chrétiens évangéliques, pour l'instant, gagnent plus la guerre culturelle auprès de Trump. Ils sont en train de un peu asseoir leur pion, asseoir leur influence auprès de Trump. Mais ce serait complètement fou de penser que les autres, alors les hillbillies, malheureusement, n'ont pas vraiment de pouvoir, si ce n'est euh, leur vote. Et ça va se ressentir à un moment ou à un autre. Ça s'est ressenti au Michigan, ça va se ressentir en Floride. Ça s'est ressenti en Floride. Il y a eu des votes en Floride où les républicains ont vraiment sous-performé par rapport à ce qu'ils faisaient d'habitude. Ça va se ressentir bien évidemment lors des midterms dans 1 an et demi. Donc ça, c'est le seul pouvoir qu'ont la classe travailleuse, malheureusement. C'est un peu le seul pouvoir qu'ils ont. Après, il y a le Country Club américain, comme j'aime les appeler. Eux, ils sont contre les tarifs, ils ne veulent pas de tarifs. À la limite, qu'il y ait moins d'état de droit, ils s'en fichent à partir du moment où on peut faire du business. Et eux, ils ne sont pas du tout ravis de la situation. Il y a aussi tout simplement dans le country club américain des gars assez régéniens, des gens qui ont une vision des relations internationales et de la place des États-Unis qui est aussi à l'encontre de la vision un peu illibérale de Donald Trump et de son rapprochement par exemple avec Poutine. Et eux, ils vont faire pression. Parce que quand on touche au portefeuille, toucher aux idées, c'est une chose, toucher au portefeuille, c'en est une autre. Et eux vont faire des moyens de pression. Et leurs moyens de pression, ça peut être aussi, bien sûr, parler à Donald Trump. Ils ont des lobbies, etc. Mais c'est aussi tout simplement de dire, OK, tu veux jouer comme ça, bah nous, on commence à financer d'autres candidats. Et en plus, si les hillbillies ne sont pas contents avec toi, ils vont voter pour les autres candidats. Donc ça affaiblit aussi le pouvoir que avait, et ça va diminuer avec les mois, le pouvoir qu'avait et qu'a Donald Trump sur le pouvoir législatif, le Congrès aux États-Unis. Donc là, ils vont pouvoir peser. Et c'est aussi là-dessus que vont pouvoir peser les techno-oligarques qui n'ont pas la même vision que le country club américain et qui ont un mépris pour la classe travailleuse américaine, qui eux aussi peuvent. Et par exemple, quelqu'un comme Musk, avec sa caisse de résonance de Twitter, son influence et aussi son argent, pourrait très simplement se retourner contre Donald Trump et commencer petit à petit à soutenir quelqu'un d'autre qui sied beaucoup plus ses idées politiques, etc., etc., étant donné que un peu la créature qu'il avait voulu façonner est en train de lui échapper. Et tout ça arrive au moment où on voit les tarifs, qui est quelque chose qui est profondément impopulaire auprès des Américains. Beaucoup d'Américains qui se plaignent d'avoir perdu leur 41K, qui se plaignent d'un dévissement, grosso modo, de la bourse. Pareil pour les techno-oligarques, pareil pour le country club américain. Et tout ça va participer à mon sens, hein, c'est encore une analyse très personnelle, mais tout ça va participer à une guerre à l'intérieur du clan MAGA. Et la question qui va se poser, c'est qui va l'emporter? L'argent ou les idées? C'est un peu ça l'idée, hein, on ne va pas se mentir. Là, on est en train de faire face, en fait, tout simplement, à savoir si oui ou non le Trumpisme est tout simplement de l'opportunisme politique, avec une touche d'économie et une touche d'idéologie, ou est-ce que quelqu'un comme J.D. Vance a réussi à structurer la pensée politique de Donald Trump? Donald Trump n'en a que faire des idées, hein. Je pense qu'il s'en moque comme de sa première cravate, mais il y a des gens derrière lui, comme J.D. Vance, qui structurent la pensée de MAGA, et c'est ce qu'on va voir actuellement. Est-ce que les idées vont l'emporter sur l'argent? Alors, au pays de l'argent et au pays de l'Amérique, c'est une grande question. Moi, j'avoue que je ne donnerais pas de pari là-dessus. Les idées peuvent être puissantes, mais les idées doivent être suivies d'actions concrètes. On peut séduire un électorat d'un côté, chrétien et évangélique, mais le léser en même temps, les hillbillies. Mais en même temps, Donald Trump a besoin de l'argent des techno-oligarques. Donald Trump a besoin du soutien du country club. Donc, c'est une séquence qui s'ouvre aux États-Unis, qui va être fascinante à analyser. Mais, comme on dit en anglais, buckle up, buttercup, ça va secouer parce que là, on va commencer à rentrer dans le dur. La honeymoon, la nuit de noces, la nuit de miel est plus ou moins terminée. Et là, les différents groupes qui ont des intérêts, qui ont eu à un moment des intérêts convergents pour mener Donald Trump au pouvoir, commencent à avoir des intérêts divergents et vont commencer petit à petit à se faire la guerre. Et on verra bien qui va la gagner, la guerre des idées contre l'argent. On le verra dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et on se retrouve très prochainement pour une prochaine analyse.